pour un autre cycle, vous pouvez le faire le cycle qui suit juste après. Et ce, quels que soient les paramètres étudiés, c'est-à-dire le taux de naissance vivante, le taux de grossesse, le taux d'implantation, le taux de fausse couche. Et ceci est aussi vrai quand on a fait une congélation pour des embryons surnuméraires que dans le sous-groupe des patientes qui ont eu le freeze-all, qui est le sujet du jour. Et il y a même une tendance dans la dernière méta-analyse publiée dans Human Reprod 2021 à avoir de meilleurs résultats quand on fait le transfert dans le cycle d'après. Je pense que ça, c'est le biais des études rétrospectives, mais en tout cas, le message est clair. Aucun intérêt à décaler le transfert des embryons. Alors vient la question qui suit après, comme toujours, quand on parle des embryons congelés, le casse-tête, c'est comment préparer l'endomètre. Pour simplifier un peu les choses, donc on a plusieurs possibilités. La possibilité la plus naturelle, c'est justement le cycle naturel, qu'il soit totalement naturel. Donc c'est lui qui va assurer la séquence œstrogène-progestérone nécessaire pour l'implantation, ou bien que l'on ajoute un déclenchement par de l'ACG, et ce qui va donc donner un cycle naturel modifié. Ça peut être un cycle où nous allons assurer nous-mêmes de manière exogène l'apport d'œstrogène, puis de progestérone. Donc c'est le cycle substitué ou le cycle artificiel ou le HRT dans la littérature anglophone. Et donc, il y a deux variantes aussi, sans blocage préalable ou avec un blocage préalable par un agoniste de la GnRH pour éviter tout développement de follicules durant la préparation. Et puis, il y a le cycle stimulé, qu'il soit aux gonadotrophines ou aux agents oraux. Donc, on va essayer de passer en revue avec quand même, et vous allez comprendre à la fin pourquoi, plus de plaques sur le cycle naturel qui commence à avoir un regain d'intérêt vu sa sécurité. Donc le cycle naturel, c'est un concept bien sûr très d'abord efficace et puis patient-friendly, c'est-à-dire que la patiente est très contente de ne rien prendre alors qu'elle a pris beaucoup de choses durant le cycle d'avant. Au point parfois de ne pas trop vous croire quand vous allez lui dire vous n'allez rien prendre. Donc c'est clair qu'il y a des implications, il n'y a pas quelque chose en médecine qui est extraordinaire ou qui cumule tous les avantages. Là, vous allez avoir beaucoup plus de visites. L'idée ici, ce sont les hormones endogènes de la patiente qui vont assurer la séquence œstrogène-progestérone. Et vous allez surfer uniquement sur la vague qui vient vers vous. C'est-à-dire que vous allez guetter le moment de l'ovulation pour calculer le timing du transfert de votre embryon. Et donc, vous devez avoir des visites qui vont être itératives pour justement détecter le moment de l'ovulation. Alors, sur le cycle naturel, il y a des conditions. Si c'est la patiente qui doit assurer cette fameuse séquence œstrogène-progestérone toute seule, eh bien, il faut qu'elle soit normo-ovulante, donc qu'elle ait des cycles réguliers, et ça, c'est une condition sine qua non. Et puis, il ne faut pas que ce soit une patiente qui a un travail de fou, qui ne pourra pas venir faire les visites, parce qu'aux alentours de l'ovulation, il va y avoir des visites qui sont assez répétitives. Et vous devez aussi être un docteur assez disponible, et ne pas avoir une activité extrêmement élevée, sinon vous ne pourrez pas assurer un flux important de cycle naturel. Alors quand on parle de cycle naturel, il est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a une variante, c'est-à-dire que l'on peut ne pas attendre le pic de LH, et quand nous avons un bon follicule et surtout un bon endomètre, anticiper et déclencher l'ovulation pour minimiser le nombre de visites pour aller détecter le pic de LH. Alors, en pratique, vous allez, pour une patiente qui a des cycles de 28 jours, vous allez la convoquer aux alentours du J11 ou J12 et vous allez coupler des dosages hormonaux oestradiol et LH avec une échographie. À l'échographie, l'image la plus intéressante ce jour-là, c'est d'avoir un endomètre en grain de café avec une épaisseur supérieure à 7 mm et un follicule dominant. Et quand vous faites le dosage d'oestradiol et de LH, et de progestérone, vous allez essayer de voir est-ce qu'elle est déjà en train d'initier un pic de LH ou est-ce que vous devez la reconvoquer encore. Alors, si vous pouvez faire du naturel vrai, donc vous allez la reconvoquer encore une fois jusqu'à ce qu'un pic de LH apparaisse. Et si vous êtes impatient ou que la patiente ne peut pas revenir souvent, ben vous allez anticiper et faire un cycle modifié.
Alors, il y a une petite différence entre cycle modifié et cycle naturel, c'est que il paraît que la rupture du follicule a lieu de manière plus retardée après un pic de ACG, donc elle a lieu entre 36 et 48 heures, alors qu'avec un pic de LH naturel, comme c'est plus un plateau qu'un pic, donc ça va avoir lieu entre 24 et 56 heures. Et donc, voici comment on va procéder pour un cycle naturel vrai en pratique. Donc, patiente convoquée vers J11, J12. On regarde, on a en échographie, comme vous voyez en bas, un follicule dominant, un bon endomètre, et on a un pic de LH. Alors, le J0, votre J0, c'est-à-dire comme si c'était le jour de la ponction, c'est le LH plus 1. Donc ça, c'est le J0. Et à ce moment-là, vous allez calculer, enfin, vous allez déterminer le jour du transfert en fonction de l'âge de l'embryon. Si c'est un embryon de J2, c'est LH plus 3. Si c'est un embryon de J3, c'est LH plus 4. Et si c'est un embryon, c'est un blasto, c'est LH plus 6. Quand je dis, par exemple, supposons que nous sommes aujourd'hui, donc nous sommes le samedi, aujourd'hui c'est LH plus 1, donc c'est le J0. Donc pour un transfert d'un J2, je vais faire, donc aujourd'hui c'est le soi-disant jour de rupture du follicule, je vais faire le transfert pour un J2 le lundi par exemple. Donc voilà la règle, c'est le jour de la congélation de l'embryon auquel on rajoute un jour par rapport au pic de LH. Mais le problème, c'est que c'est quoi un pic de LH? C'est ça le problème. Et c'est ça la problématique avec ce cycle. C'est qu'en physiologie, on a une ascension de LH le premier jour. Par la suite, on a une amorce de descente avec une chute de stradiol le jour de la rupture du follicule. Et le lendemain, on a une ascension de progestérone. Et donc, la question, c'est le pic de LH, finalement, qu'est-ce qu'on va retenir comme pic de LH? Quel est notre repère? Est-ce que c'est le jour où le LH est à son maximum? Ou est-ce que c'est J-1 après la chute de l'ostradiol? Je vais mieux expliquer. C'est que quand vous avez, par exemple, une LH à 30, est-ce que vous êtes sur l'ascension ou vous êtes sur la descente? Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir comme critère en pratique? Il y en a qui ont étudié ça et qui se sont dit, allez, LH supérieur à 17, un groupe de patients vont être programmés en tenant compte de J-1 chute d'ostradiol et un groupe va être monitoré pour la LH chaque jour et on va retenir comme, comme repère la LH la plus élevée. Et ils ont obtenu de meilleurs taux de grossesse en retenant comme critère J-1 de la chute d'ostradiol. Moi, je pense qu'il y a un moyen beaucoup plus simple, et c'est rapporté dans cette étude, c'est nous avons tous un appareil d'écho. Le jour de la rupture du follicule, vous voyez la veille un follicule qui est bien tonique, le lendemain un follicule rompu, le jour de la rupture du follicule, c'est votre J0, c'est on dirait le jour de la ponction. Et à ce moment-là, le calcul devient beaucoup plus facile et on obtient de bons taux de grossesse. Alors, donc, voilà, donc si on se fie uniquement à l'échographie, voilà comment se fait le calcul, pardon. C'est le jour de la rupture du follicule, où vous voyez, la veille, le follicule était normal, le lendemain, le follicule est affaissé, eh bien, le jour où le follicule s'est affaissé, c'est rompu, c'est le jour J0, et vous pouvez faire votre calcul. Alors, est-ce qu'il faut assurer un soutien à la phase lutéale? Ce n'est plus très naturel, mais il y en a qui disent que ça améliore les taux de grossesse, et une dernière méta-analyse en 2021 montre qu'il y a une amélioration des taux de grossesse. Probablement qu'il y a un sous-groupe de patientes chez qui le corps jeune n'est pas en train d'assurer sa fonction, et vous allez prendre le relais. Alors, le cycle naturel vrai, bien sûr, donc on va voir ses avantages dans la sécurité, l'aspect naturel, etc. Mais bien entendu, comme vous avez vu depuis tout à l'heure, je vous parle d'échographie et de dosage qui sont répétitifs pour déterminer ce fameux jour J0. Alors, le cycle naturel modifié est venu pour garder l'aspect naturel, mais pour pallier à cette complexité de déterminer le pic de LH. Donc, vous faites ce que vous avez l'habitude de faire en induction de l'ovulation. Une patiente qui est en cycle naturel, rien du tout, elle ne prend rien du tout. Vous voyez un follicule de 18 et un endomètre qui fait plus que 7 mm, injection d'ACG, et vous faites comme dans votre tête, comme pour une fécondation in vitro. Donc, en gros, vous allez faire ça. Déclenchement de l'ovulation. Le J0, c'est le jour, donc, ACG plus 2, comme ce qu'on fait en fécondation in vitro, et le calcul va suivre de manière tout à fait naturelle. Donc, un embryon de J2, c'est ACG plus 4, un embryon de J3, c'est ACG plus 5, et un embryon de J5, c'est ACG plus 7.
Et donc ici, les choses sont beaucoup plus faciles pour le médecin et pour les patientes qui n'arrivent pas à venir au cabinet de manière très rapide. Alors, quand même, petite remarque, parce qu'on commence à congeler aussi pas mal d'ovocytes. Là, quand vous avez des ovocytes qui sont congelés et non pas des embryons, c'est différent. C'est que quand vous déclenchez l'ovulation, par exemple aujourd'hui samedi, la ponction fictive, c'est lundi. Et donc, c'est lundi que le couple devra se présenter au centre pour dévitrification des ovocytes et recueil de sperme et micro-injection. Et le calcul va suivre de la même manière. Alors, vous faites du naturel modifié, mais vous tombez déjà sur un pic de LH. Revenir à l'option du cycle naturel, c'est la chose la plus conseillée parce que donner un antagoniste, on ne sait pas ce que ça va donner, et puis déclencher par ACG risque d'entraîner une luteinisation précoce. Vous avez donné de l'ACG, est-ce qu'il faut quand même donner un soutien à la phase lutéale par de la progestérone? C'est très controversé dans la littérature et on n'arrive pas à trancher la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est mieux de faire du naturel vrai ou du naturel modifié? Alors, pareil ici, c'est controversé. Et alors qu'il y a des auteurs qui disent qu'il n'y a pas de différence, d'autres quand même montrent des différences assez significatives. Les méta-analyses qui essaient toujours de nous aider dans la question, mais avec parfois une fausse sécurité. Vous voyez que sur cette méta-analyse, il y a 2 fois le même auteur avec 2 études différentes. Donc, est-ce qu'on peut tirer quand même des conclusions de ça? Ils disent qu'il n'y a pas de différence. Alors, le cycle substitué, c'est notre cycle de gynécologue paresseux. Parce que là, hop, on ne se casse pas la tête, pas de problème de physiologie, de déclenchement, etc. Il faut une séquence d'œstrogène, ok, donc ça je sais faire. Une séquence progestérone, et le nombre de jours de progestérone est égal au nombre aux jours de vie de l'embryon. Donc les choses sont relativement simples. En plus, c'est une flexibilité extraordinaire parce que vous pouvez prolonger les oestrogènes de manière assez prolongée. Ici, dans cette publication, jusqu'à 9 semaines, mais je pense que je ne vous conseille pas de le faire. Mais disons qu'on peut aller jusqu'à 20 jours d'oestrogène. Et le décompte ne commence que quand vous introduisez la progestérone. C'est là où vous devez tenir compte du jour de l'embryon. Donc, s'il y a une petite contrainte, un congrès, des choses comme ça, où que la patiente ne peut pas faire un transfert, vous n'avez qu'à retarder le jour de l'introduction de la progestérone. Quand vous introduisez la progestérone, c'est là où vous faites le calcul. On introduit la progestérone, par exemple, samedi. Samedi, c'est J0. Donc, dimanche, lundi, mardi, mercredi, je fais mon transfert d'embryon à J5. Donc, c'est comme ça, c'est progestérone plus le jour où l'embryon a été congelé, et c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Maintenant, je rappelle toujours que pour les ovocytes, quand le jour où vous introduisez la progestérone, c'est le jour où le couple se présente au centre pour dévitrification, recueil de sperme et micro-injection. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le reste va suivre naturellement. Alors, qu'est-ce qu'il faut donner comme oestrogène? Voie transdermique ou voie orale, c'est à peu près la même chose. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de ne pas avoir les patchs en Tunisie. La substitution hormonale sans agoniste de la GnRH, c'est le protocole qui n'est pas du tout coûteux. C'est très pratique pour tout le monde. Mais voilà, il y a dans 2% des cas, il y a des patientes qui, malgré la dose d'œstrogène qui est de 6 mg, qui est normalement supposée faire un double rôle, à la fois préparer l'endomètre et bloquer l'axe hypothalamo-hypophysaire pour qu'il n'y ait pas de développement de follicules qui va interférer avec notre préparation, eh bien, dans 2% des cas, il va y avoir quand même un développement de follicules et peut-être une ovulation précoce ou pas, qui va interférer avec votre calcul. Et c'est pour ça que le jour où vous faites le contrôle à J10 post-traitement d'œstrogène, il ne faut pas seulement regarder l'endomètre, il faut aussi regarder les ovaires pour vérifier qu'il n'y ait pas de follicule qui s'est développé à votre insu. Et si c'est le cas, eh bien le cycle avec agoniste de la GnRH, donc précédé par un blocage, permet d'éviter ce pic de LH et cette ovulation qui interfère avec votre préparation. Mais bien entendu, ça va vous coûter plus cher, va coûter à la patiente. Donc en gros, si vous faites ça, vous allez donner un agoniste de la GnRH, vous allez monter en crescendo durant 10 jours en oestrogène, faire une échographie par exemple à J14, et si l'endomètre est satisfaisant, vous introduisez la progestérone de la même manière, et le nombre de jours de progestérone, c'est égal au nombre de jours de vie de l'embryon, et donc c'est encore une fois très simple.
Pareil, même raisonnement pour les ovocytes. Si c'est des ovocytes congelés, le jour où vous introduisez la progestérone, c'est le jour où on dévitrifie et on micro-injecte les ovocytes. Alors, est-ce qu'il faut mettre cet agoniste? Certaines études disent que oui, d'autres, encore une fois, c'est l'incertitude qui règne. En tout cas, la Cochrane 2020 ne se prononce pas et dit que l'effet est incertain. Et donc, je pense que dans l'état actuel des choses, on peut ne pas le faire pour toutes les patientes. Quand même, un petit bémol pour les patientes qui ont une adénomiose, elles pourraient bénéficier d'une longue suppression de l'axe hypothalamo-hypophysaire pour réduire la taille de l'utérus et espérer de meilleurs taux de grossesse. Alors, le substitué, comme avantage, bien sûr, c'est la flexibilité. Et puis, pour les inconvénients, un point d'interrogation sur la sécurité, on va en parler tout à l'heure. Les cycles stimulés, je passe rapidement parce qu'on me demande de résorber un peu de retard en disant que c'est une induction de l'ovulation simple et on rejoint, quand on a des follicules dominants de 17-18 mm, le schéma du cycle modifié où on va déclencher l'ovulation et on va faire le même calcul. Et même chose quand on utilise du letrozole. Alors voilà une plaque de l'excellent article de Meckens en 2017 qui résume comment on programme selon, le transfert des embryons congelés selon le protocole que l'on utilise. Alors, le choix du protocole, parce que c'est bien, on sait maintenant comment les utiliser, mais il faut savoir lequel choisir. D'abord, sur le plan de l'efficacité, vous allez avoir plein de méta-analyses. Quand il y a plein de méta-analyses sur une question, c'est qu'on n'a pas tranché du tout qu'est-ce qui était le mieux. Et même la Cochrane 2020, elle a dit qu'il n'y avait pas de différence entre les différents cycles, sauf pour une petite surprise sur la Cochrane 2020, pour les cycles stimulés, que l'on n'attendait pas, qui paraissaient un peu démodés. Et avec le letrozole, il commence à prendre un peu d'intérêt. Et donc, du coup, le letrozole, c'est vrai que il a donné des résultats au moins comparables au cycle naturel ou au cycle artificiel sur cette méta-analyse. Mais attention, je pense qu'il faut attendre un tout petit peu les résultats que ça va donner tout à l'heure. On sait qu'il y a des petits phénomènes de mode qui passent par la science. Il faut, je pense, attendre un peu. Pour le reste, on n'a pas de données pour dire qu'il y a un protocole qui est meilleur que d'autres, que l'on fasse du naturel ou de l'artificiel. En termes d'efficacité, je parle de taux de grossesse et de taux de naissance vivante. Mais attention, il y a beaucoup maintenant d'études de cohortes rétrospectives qui font état d'une meilleure sécurité du cycle naturel avec moins de risque d'hypertension. C'est vrai qu'avec les congelés en général, mais quand on regarde de plus près, ce ne sont pas les congelés qui sont à l'origine de ces problèmes. C'est plutôt l'utilisation du cycle artificiel, parce que tout ce qui a été rapporté comme problème obstétricaux avec les embryons congelés, ça disparaît quand on fait du cycle naturel. Donc l'augmentation du risque de prééclampsie sévère, de troubles de l'hypertension sont surtout augmentés par l'utilisation du cycle artificiel, et le cycle naturel paraît beaucoup plus safe. Dernière étude parue là dernièrement en 2021, les cycles stimulés aussi bien que le cycle artificiel sont moins safe sur le plan obstétrical que le cycle naturel. L'explication donnée par la majorité des études, en tout cas pour le cycle artificiel, c'est l'absence de corps jeune. Et le corps jeune, que l'on ne peut pas réduire uniquement à une glande qui sécrète de la progestérone, comme on le fait naïvement, et que probablement il sécrète des substances vasoactives qui sont importantes pour la placentation. Donc, tous les nids ne se ressemblent pas, tous les nids ne sont pas safe, et je pense que, autant que possible, quand on peut le faire, un cycle naturel est plus sécurisant pour nos patientes. Je finis avec la dernière partie, qui est l'optimisation des résultats. Parce que quand on sait faire et quand on fait, on est plus dans des questionnements, comment je grignote les petits pourcentages. Alors, paru la mode du taux de progestérone dans un cycle artificiel, est-ce que quand j'introduis la progestérone pendant 5 jours, le jour du transfert, je fais un dosage de progestérone et je regarde si ma patiente est bien dosée en progestérone. Et on démontre que 30% des patientes ont une progestérone inférieure à 9,2, ce qu'on considère comme un cut-off, au-dessous duquel les résultats sont moins bons.
Et que si vous faites un rescue, c'est-à-dire si vous tombez sur cette progestérone qui est basse, si vous faites un rescue par de la forme injectable sous-cutanée dont on ne dispose pas, eh bien, vous corrigez complètement les taux de grossesse. Donc, ça, je pense que depuis quelques années, on le sait et on sait qu'il faut doser la progestérone pour savoir si nos patientes sont assez dosées. Par contre, commence à apparaître maintenant des publications sur l'intérêt du taux d'ostradiol aussi. Donc, les patientes qui ont un taux d'ostradiol le jour de l'introduction de la progestérone, qui est supérieur à 400 picogrammes, eh bien, elles ont un taux de grossesse, un taux de naissance vivante qui est diminué et plus de fausses couches. Et donc, un surdosage en ostradiol, eh bien, semble délétère quand on utilise un cycle artificiel. Donc, voilà, là, c'est des données qui sont quand même assez récentes, à confirmer encore une fois. C'est de grosses études chinoises rétrospectives. Autre donnée pour le cycle naturel, concernant l'ostradiol, là, c'est un peu le contraire. Vous avez une patiente en cycle naturel, vous avez un follicule de 17 mm, vous comptez déclencher l'ovulation. Hein, vous faites du naturel modifié. Si la patiente a un ostradiol qui est aux alentours de 100, ou plutôt si la durée d'exposition à un ostradiol supérieur à 100 n'a pas dépassé les 4 jours, eh bien vous avez moins de taux de grossesse. Donc, toutes les patientes avec un cycle naturel ne vont pas avoir des résultats optimaux. Celles qui ne vont pas avoir une bonne exposition à leurs propres oestrogènes durant au moins 4 jours ne vont pas avoir des résultats optimaux, mais vous voyez que les taux restent quand même font rêver. C'est des taux de naissance vivante, hein, 46%. Moi, j'aimerais bien avoir 46% de naissance vivante, c'est bien. Alors, est-ce qu'il y a une épaisseur d'endomètre idéale? On a cet avantage en embryon congelé, surtout en cycle artificiel, c'est que on n'est pas limité par la taille des follicules en cycle artificiel. Donc, on peut prolonger un peu l'œstrogénothérapie jusqu'à atteindre une taille d'endomètre idéale. Semble-t-il, c'est entre 7 ou supérieur à 7 qu'on a les meilleurs taux de grossesse. Et puis, il y en a qui sont penchés plutôt sur la cinétique de l'épaisseur de l'endomètre entre le jour de votre dernier monitorage et le jour du transfert. Est-ce que la progestérone a réussi à compacter l'endomètre? Il y en a qui disent que si ça continue à augmenter, c'est mieux. Il y en a qui disent que c'est la diminution de l'épaisseur de l'endomètre sous progestérone qui est un bon signe. Et il y en a qui disent que ça n'a aucun sens et que ça n'apporte rien du tout. Donc cette histoire de dynamique de l'endomètre entre le premier jour de l'introduction de la progestérone et le jour du transfert, je pense que ce n'est pas encore au point. Il faut encore attendre des données plus probantes. Pour les endomètres fins, c'est la même chose qu'en cycle frais. Il n'y a pas la solution miracle, plein de gris-gris, disant qu'au moins en cycle artificiel, on a la chance de pouvoir prolonger les oestrogènes beaucoup plus ou de passer par voie vaginale pour essayer d'obtenir un endomètre meilleur. Alors, je vais essayer de finir quand même sur un petit algorithme pour comment sélectionner. J'ai mis de côté l'adénomiose, même si on a l'habitude de le faire selon blocage avant un cycle artificiel, mais il n'y a pas énormément d'études. Sinon, si les patientes présentent un cycle régulier, donc entre 26 et 30 jours, j'ai mis, je pense que autant que possible, et si la patiente le désir, il faut privilégier le naturel au vu des données de sécurité obstétricale de la patiente. Si elle est disponible et que vous êtes disponible, faites du cycle naturel complètement pour essayer de guetter tout seul ce fameux pic de LH endogène. Mais si vous n'êtes pas trop disponible, continuez à faire du naturel en faisant un déclenchement. C'est un juste milieu, je pense. Si par contre les cycles ne sont pas réguliers, eh bien ça, c'est le cycle artificiel. Si la patiente n'a pas de risque d'échappement d'ovulation spontanée, qu'elle n'a pas d'antécédent de ça, on peut utiliser un cycle artificiel sans agoniste. Par contre, si elle a déjà échappé auparavant, ou si elle a un contrôle difficile sous, par exemple, 6 ou 8 mg d'œstrogène, il faut précéder ça par un blocage, puis passer en cycle artificiel. Voilà, ça c'est le dernier tableau pour récapituler tous les avantages et les inconvénients. Juste pour dire que c'est la colonne tout au bout qui est la plus importante. La sécurité actuellement, c'est pour le cycle naturel ou le naturel modifié, autant que l'efficacité. Donc il faut se rendre disponible pour ces patientes pour leur offrir le protocole qui va leur donner aussi bien les meilleurs taux de grossesse, mais un déroulement de grossesse qui est le plus safe possible.
Pour les autres protocoles, eh bien, parfois, on n'a pas le choix. Une patiente qui est en dysovulation ou qui est en insuffisance ovarienne, on ne pourra pas proposer de cycle naturel et le cycle artificiel est là pour nous aider et je vous remercie.